jeudi. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Ce soir, je suis en compagnie de monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Merci, je vais très bien. Bonsoir mon cher Daouda. Bonsoir mon Brico, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Merci beaucoup Daouda, vous êtes gentil. Bonsoir Didier Boloubou. Bonsoir Brice. Vous allez bien comme un jeudi? Super bien. Très bien. Les amis, on va évoquer le point 1 de notre émission ce soir et puis on dit merci à nos téléspectateurs, à tous ceux qui sont connectés sur nos pages des réseaux sociaux. Merci d'être fidèles, merci d'être nombreux, je le répète chaque soir, parce que nous, chaque soir, nous constatons que vous êtes toujours plus nombreux à regarder le Grand Talk. D'ailleurs, chaque fois que vous nous rencontrez, vous nous témoignez cet amour-là pour cette émission et on ne cessera de vous dire merci. Merci d'être là, d'être présent, envers et malgré tout. C'est le cas de le dire. Les amis, le point 1 de notre émission aujourd'hui évoque les examens à grand tirage, la session 2023 des examens à grand tirage qu'on verra sur l'ensemble du territoire ivoirien. 1 597 045 candidats pour le BEPC, le CEP, le test d'orientation en seconde et le baccalauréat. Ma question pour vous, c'est un examen à grand tirage en 2023, dans quel contexte, pour quel enjeu, quel type d'examen, regard croisé? Élisée Boloubou, Daouda, Alain Toussaint. Ben, moi, je pense que déjà, quand on parle d'examen, l'un des premiers enjeux, pour moi, l'examen, c'est de faire en sorte que cet examen soit le plus crédible possible, c'est-à-dire éviter qu'il soit émaillé de fraude à la limite, ou du moins, en tout cas, que ce soit en proportion très infime, éventuellement. Et à cet exercice, je pense que depuis quand même, disons, 2-3 années, il y a quand même une nette amélioration, parce que je crois que de plus de 11 000 et quelques cas de fraude, il y a de cela 2 ans, l'année dernière, on était autour de 6 000. Donc, on espère que cette année, on en descendra beaucoup moins, on descendra encore beaucoup plus en dessous de ce chiffre-là. Et puis, dans l'ensemble, il faut souhaiter que déjà tout se passe très bien et que aussi bien les élèves, les enseignants et le personnel administratif jouent le jeu, effectivement, pour nous permettre d'avoir des examens qui soient le plus crédibles possible. Forme de baromètre également, hein. On a parlé de réforme, il y a des efforts qui sont faits tout au long de l'année. Ces examens-là constituent également une forme de baromètre pour savoir est-ce que le travail a vraiment pris. Et d'ailleurs, on peut le comparer d'ailleurs, hein, en fonction de l'année Daouda. Pour ceux qui ont suivi la proclamation des résultats du bac de l'année passée, oui, on voyait des vidéos de jeunes pour dire j'ai eu le bac de Mariette Toukoné, j'ai eu le bac, pour dire que c'était assez compliqué parce qu'elle a fait de la fraude et de la tricherie durant les examens son cheval de bataille. On est parti de 2000 contre la fraude. La lutte contre la fraude, son cheval de bataille en fait. De 2020, en 2020, on était à plus de 16 000 cas de fraude, oui, en Côte d'Ivoire. En 2021, on est passé à 11 000, ça a baissé. Mais l'année dernière, on était à 6 000 cas. Pour ceux qui se rappellent, les examens de l'année passée, il y avait des caméras de vidéo de surveillance dans les salles de composition. Et des enseignants ont été arrêtés, des élèves ont été arrêtés, il y en a même qui ont été écroués. Ça veut dire que c'est le lieu aussi pour les parents et les élèves de se dire il faut qu'on arrête. Ça ne sert à rien d'aller passer un examen et se retrouver derrière les barreaux au final. Ça ne sert à rien. Franchement. Très bien. Donc, vous pouvez le dire, hein, il y a des efforts qui sont faits et on voit de façon notable les résultats de ces efforts-là. Mais bien sûr. Le bac aujourd'hui est devenu assez quelque chose d'important parce qu'à un moment donné, le bac était voué un peu aux gémonies parce qu'on estimait que tout le monde pouvait avoir le bac aussi facilement. Ce n'est pas, comment on appelle ça, de la coercition, mais il faut que le diplôme qu'on a soit un diplôme dont on soit fier nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Voilà. Oui. Je pense qu'effectivement, renforcer les mesures pour lutter contre la fraude, la tricherie et les passe-droits qui n'ont pas leurs droits, puisque les élèves sont tous égaux devant les examinateurs, c'est un élément important. Dans la liste des examens à grand tirage que vous avez cité, il y a l'examen du CEP. C'est même une curiosité pour moi. C'est vrai, pendant longtemps, c'était une forme d'emblème de l'école de la République, c'était même le passeport pour l'emploi et vers l'ascension sociale. C'était avant, il y a 60 ans, oui. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité de faire subir à des enfants un examen de passage en 6e, là où on devrait plutôt les accompagner tout le long de l'année, à travers un contrôle continu, par exemple en septembre, ensuite un autre en janvier, et puis peut-être au mois de mai, pour voir vraiment évaluer. Donc les enseignants pourraient travailler avec ces enfants. Et ça coûte de l'argent contribuable à l'État. Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'entreprise qui demande le CEP comme condition d'embauche? Aucune. Moi, j'aimerais bien savoir lesquelles.
Est-ce que c'est pas juste un test, un examen pour pouvoir passer d'un cycle à un autre? Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Le lien entre le primaire et le collège, effectivement, mais doit faire l'objet d'évaluation toute l'année. Préparer les enfants à un autre cycle. C'est-à-dire, on quitte le primaire, on arrive au secondaire, etc. Mais leur faire subir en plus le stress de l'examen, pourquoi? 3 épreuves, c'est ça. Il y a la dictée, il y a les maths et puis il y a le français, donc l'expression écrite, etc. Et moi, je pense surtout aux finances publiques, parce que cet argent qu'on utilise pour faire passer des examens, cet argent peut être utilisé pour construire peut-être une bibliothèque ou un centre d'études pour des enfants. Élisée avant, Daouda. Bon, moi, ça c'est le point de vue d'Alain, mais je ne le partage pas totalement. Moi, je crois que, sur la question, je veux juste le rassurer, sur la question de contrôle continu, le contrôle continu, c'est fait. Quand l'enfant est au CM2, il fait tout le long de l'année, il y a des examens, il y a des compositions. Donc il y a un contrôle continu. Oui. Et même le contrôle continu est pris en compte même dans l'examen final. Oui, mais ça ne sert à rien. Voilà. Il faut se limiter juste au contrôle continu. Non, ce n'est pas que ça ne sert à rien. Je pense que c'est ce que Brice est en train de dire. On passe d'un cycle à un autre. Je pense qu'il est important quand même que d'un cycle à un autre, il y ait cette évaluation-là qui est faite sous forme d'examen. Et ça, c'est normal. C'est comme si vous me dites, Alain, pour suivre votre logique, qu'est-ce qui change fondamentalement quand on quitte le premier cycle pour le second? On peut parler de continuer, c'est-à-dire que d'un contrôle continu, parce que déjà, dans les devoirs en classe, dans les interrogations qui sont faites en troisième, on perçoit plus ou moins déjà la filière, l'approche de l'élève. On peut savoir s'il est bon pour des matières scientifiques ou pour des matières littéraires. Pourquoi donc on va à un examen? On aurait pu dire non, on suspend le BPC et puis on va directement vous compliquez le chemin pour rien. Déjà, quand vous évoquez... Élisée, tu te trompes lourdement à ce niveau-là. Dis-moi donc comment je me trompe. Je vais te le dire justement. Généralement, pour savoir où un élève est bon, si c'est des matières scientifiques ou des matières littéraires, c'est à partir de la classe de 3e qu'on commence à déterminer cela. Je pars du principe que le CEP... On va dire 4e. Voilà. Ah ouais, non, mais bon, après, vous nuancez. Voilà. Moi, je pense que déjà au CM2, je passais mes aptitudes. Mais est-ce qu'on je vais terminer pour dire que... Parce que vous commencez à sortir. Voilà, le CEP, pour moi, c'est un examen qui est handicapant pour beaucoup d'élèves en Côte d'Ivoire. Parce que, généralement, il parlait de stress de cet examen-là pour des élèves qui ont pratiquement autour de 10 ans. Il y a le stress, tout le stress qui est autour. L'enfant, le fait de ne pas avoir eu cet examen-là, finalement, il va encore perdre 1 année, voire 2 ans. Je le dis, mon cas personnel, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait 3 fois le CM2 avant de l'avoir. Mais j'ai perdu 3 ans. Aujourd'hui, je suis ici. Mais je vais dire, est-ce que c'était nécessaire de perdre 3 ans à quelqu'un pour aujourd'hui, quand finalement on regarde les concours de la fonction publique? Le Premier ministre lui-même, non, je crois. Oui, il a été dernier de sa classe. Non, au CPN. Mais n'empêche que, est-ce qu'aujourd'hui... Après, il a expliqué mais aujourd'hui, quand on analyse sur le terrain, le marché du travail, quelle est l'entreprise sérieuse? Même l'État de Côte d'Ivoire ne recrute plus avec le CEPE. Non, mais donc il y a deux niveaux de réflexion. Est-ce que c'est un diplôme? Non, il y a un amalgame total. C'est ce que Daouda fait. Il y a un amalgame total. On ne te dit pas qu'on fait un examen parce que justement ce diplôme-là doit nous conduire inexorablement à avoir un emploi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, mais il sert à quoi alors? Il sert à évaluer la connaissance de l'étudiant et de l'élève. C'est ça le sens de l'examen. Ça sert à quoi? J'ai une question pour tous. Est-ce que le BEPC, ça permet d'avoir forcément un diplôme? Un emploi ou un emploi. Oui, il y a des entreprises. Il y a des emplois pour ça. Donc, si le CEP et le bac permettent d'avoir un emploi, mais à son temps, il parlait de 1960, le CEP, il y a des gens qui rentraient à la fonction publique avec le CEP. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Oui. On a parlé de l'importance du diplôme sur le marché de l'emploi, mais on parle également, ce qu'Élisée est en train d'évoquer comme point, c'est le fait que c'est un examen qui permet de faire une évaluation d'un cycle à un autre. Mais on l'a fait déjà toute l'année, l'évaluation, donc ça ne sert à rien. L'argument tenu par Daouda, c'est qu'il a passé 3 fois, il n'a pas eu. Mais j'ai perdu 3 ans. Non, mais je vais l'expliquer. Je vous rassure que moi, je l'ai passé quand je l'ai passé une seule fois. Je n'ai pas perdu 3 ans. Mon cycle a été normal. Non, mais Brice, le contexte. Non, mais ce que Daouda dit. C'est parce que vous avez perdu 3 ans que ça doit être une règle. Je n'ai pas dit. J'ai juste pris un exemple. Et je pense que mon exemple, beaucoup de personnes partagent cela en Côte d'Ivoire ici. Il faut le prendre en compte. Non, mais il faut parler des exemples de ceux qui n'ont pas partagé. Sur le plateau, fait petit ratio. Sur le plateau, nous sommes 4 sur le plateau. Mais toi-même, tu nous disais ici, une fois sur ce plateau-là, que tu as fait la classe de 3e combien de fois? Brice, s'il te plaît. 3 fois le BPC. Je peux. Voilà. Je peux. Donc, pas du CEP. Attention. Il y a une confusion de contexte. Allez-y, Élisée. L'année de Daouda, je suppose, ne devait pas être très loin de mon année. Même si je sais que je suis son doyen, mais c'est que son année ne doit pas être très loin de moi. Et à cette période-là, l'examen du CEP était en 3 catégories.
il y avait le premier cycle, il y avait ce que j'appelais série spéciale, il y avait première série et puis il y a deuxième série, en fonction de l'âge justement des enfants. Moi, je suis passé mais en série cette année, spéciale, j'avais 10 ans. de cette période à aujourd'hui, mais ça n'existe plus. On est passé même de 120, il fallait avoir 120 pour avoir l'entrée en 6e, aujourd'hui 85, qui est la moyenne qui est égale à 10. Oui, C'est-à-dire qu'un élève moyen, c'est un élève totalement moyen, je dirais même hyper moyen, est en droit d'avoir l'entrée en 6e. C'est une question d'évaluation. On n'est pas en train de te dire que le diplôme te donne Élisée, ce n'est pas en criant qu'on va t'écouter fort. Mais je peux finir, s'il te plaît. Mais je peux finir. Franchement, vous êtes le dernier à vivre ce point-là. Je pense qu'il est vraiment très mal placé pour vous dire ça. Voilà. Donc, on n'est pas en train de dire que parce que cet examen va te conduire inexorablement à avoir un emploi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit que c'est un examen pour évaluer tes connaissances. C'est un examen qui permet de déterminer ta présomption de connaissance. C'est important. Les évaluations du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, à quoi ça sert? Mais c'est pourquoi je te dis que si on veut suivre ta logique... Écoute-moi. Oui, au CM2. Non, les compositions. Mais si on veut lire cette logique-là, c'est pourquoi je vous dis que de même, si on se poursuit dans votre logique, donc on ne doit même pas organiser le CEP. Parce que le CEP, là, le BEPC. Parce que le BEPC, c'est le premier trimestre, c'est le deuxième trimestre. C'est des évaluations continues. C'est le prochain à supprimer également. Ah, c'est le prochain à supprimer. Et finalement, on arrivera au bac, parce que le bac aussi, c'est continu. Et donc, c'est continu, il y a le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Donc, on va aussi supprimer. Et puis finalement, on rentrera à l'université. J'ai bien peur que la justification du CEP tienne à des raisons purement mercantiles. On fait payer 500 francs aux enfants pour passer l'examen. Vous exagérez. Excusez-moi, c'est un droit d'examen. Ça fait près de 300 millions, on ne sait jamais. Et puis, ça coûte de l'argent à l'État. Pourquoi gaspiller autant de sous à organiser un examen dont le produit final, c'est le diplôme, ne servira pas à grand-chose ou à rien du tout? Mais vous voyez voilà. Le diplôme. Okay. L'État voit l'évaluation de ses ressources humaines pour pouvoir les orienter en fonction. Mais l'État le fait déjà toute l'année. Pourquoi mais c'est pourquoi je dis que si on veut suivre votre logique, on suspendra donc toutes les compositions, tous les examens. Non, pas tous. Mais si, parce que ils estiment que le BEPC, il peut s'expliquer. On peut l'utiliser également pour chercher le concours de police, oui. Concours de gendarmerie. Le BEPC, on évalue en anglais, en allemand, en espagnol, en maths, etc., etc. Donc, ce n'est pas du tout la même... Donc, vous arrimez juste l'opportunité d'un diplôme à la recherche d'un emploi. À l'acquisition de vraies compétences. Non, pas à l'acquisition de vraies compétences, à la recherche d'un emploi. Non, parce que tu peux avoir un emploi sans forcément être compétent. Hein. Ah, ben si, c'est une réalité qui existe. On suppose et ça, c'est aussi, on est très bien placé pour le voir. Tu peux avoir un diplôme sans pour autant... On va parler ensemble, la personne vous entend. Allez-y. Tu peux avoir un emploi sans pour autant avoir la compétence requise. C'est une réalité. Oui, et ça, nous aussi, on est très bien placé pour le savoir. Mais Élisée, ça, c'est un autre débat. Non, mais je dis simplement que le BEPC, il se justifie par le fait que c'est le diplôme qu'on obtient à la fin d'un cycle, au cours duquel on a effectivement accédé à de nouvelles connaissances. On suppose avoir accédé à l'anglais, à l'allemand, au français, etc., la rédaction et autres. Donc, ce n'est pas du tout le même environnement. Et quand vous avez le BEPC, vous accédez évidemment à un autre cycle où vous apprenez de nouvelles matières. Mais excusez-moi, quand vous avez la dictée, la composition, je crois, de texte ou l'explication... L'expression écrite. Ou l'expression écrite, franchement, on le fait déjà toute l'année. Et nos enfants se débrouillent très bien. Ce n'est pas la peine de charger la barque et puis de leur prendre 500 francs par an. Nos enfants se débrouillent très bien. Il y en a qui ont passé 3 fois. Oui, mais il y en a aussi qui ont passé 3 fois le BEPC. Toi et moi, on est ensemble. Oui, je suis revanchable. Allez, les amis, en tout cas, on va rappeler que les examens à grand tirage sont prévus. Donc, on leur souhaite bonne chance quand même. Exactement, à tous les candidats. C'est ça. S'il vous plaît, au CM2, ne faites pas comme tonton Daouda. Non, mais en fait, au-delà de tout, moi, je voulais juste lancer un message à l'endroit des parents. Quand il y a les examens, ça ne sert à rien d'aller vous agglutiner devant les écoles, tout et tout, pour essayer de pousser vos enfants. Mais c'est le stress, on en parlait tout à l'heure. Justement, mais justement, il y en a même qui sont prêts à payer des gens juste pour que l'enfant passe. Ils participent à la fraude et à la tricherie. Moi, je peux raconter, on a 30 secondes, permettez. L'année du CEP, je devais traverser une rizière entre mon quartier Babré et le quartier Saint-Georges. Et en partant donc en salle d'examen, je suis tombé dans la rivière, j'ai perdu mes pièces. Et ma chance est que le chef d'examen du centre, là, le chef d'examen, était mon directeur d'école qui me connaissait. Donc j'ai pu passer les examens, l'examen sans avoir à présenter de documents. Vous voyez, donc il y a quand même du stress. Mais l'avantage que vous avez eu, c'est qu'en tombant dans l'eau, ça vous a rafraîchi la mémoire. Franchement, c'est pas faux. Vous êtes inspiré ce soir. Bon,
Bon, C'est pas faux. j'ai passé en série spéciale, j'avais 10 ans et après je suis juste parti avec tout ce qu'il fallait. Tu veux mon regard? Mais vous l'avez passé une fois. Une seule fois. Bon, ça va alors. Non, mais le CP, demande du BPC, c'était quoi? Oui, justement parce qu'au BPC, il y avait d'autres conditions que je... C'est là, mais bon, je dis, moi, depuis le CM2, j'avais compris que mes aptitudes en mathématiques étaient quasiment nulles et je les ai retrouvées au BPC et c'était bien dommage. Bon, les amis, on va évoquer le sujet politique maintenant. On évoquait il y a quelques jours la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Hier se tenait le Conseil des ministres et à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole Amadou Koulibaly répondait donc, aux questions de journalistes. Sur la question de la radiation du président Laurent Gbagbo, eh bien, il invitait le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, à se conformer donc, à la décision de la commission électorale indépendante. Comment vous appréciez cette sortie du porte-parole du gouvernement, messieurs? Bon, je pense que c'est une réaction, une réponse sans surprise, parce que depuis la décision de la CEI, la polémique a enflé. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être songer à quitter le terrain judiciaire pour aller sur une voie de règlement de type politique. Okay. Mais je pense que moi, nous avons reçu ici Mme Abiba Touré, qui est avocate et chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo. Je pense que, moi-même, je l'avais dit ça ici. Je lui ai dit, techniquement, pour moi, il n'était pas nécessaire de faire tout ce raffut-là pour cette histoire, parce qu'on sait tous en Côte d'Ivoire ici qu'à chaque fois que les élections approchaient, quelqu'un se disait exclu, mais finalement, l'affaire se réglait de façon politique. Quand on sait qu'en 2010... Est-ce que vous augurez, Daouda, que cette méthode-là, ce mécanisme-là, ce modus operandi-là, systématiquement s'appliquerait dans tous les cas? Non, je ne dis pas que ce modus operandi-là, c'est dans tous les cas. Mais je dis juste qu'en Côte d'Ivoire ici, puisque au nom de la sacro-sainte loi du dialogue politique, finalement, on a discuté, au nom de la paix, je veux dire, on peut aller à autre chose, aller discuter politique avec politique. Moi, oui, là où je suis un peu choqué, c'est qu'aujourd'hui, chaque parti s'assoit dans son camp, il parle. Mais finalement, M. Bédier, M. Gbagbo, M. Alassane Ouattara, ils se sont tous rencontrés. Ils ne se sont pas rencontrés une fois, mais plus de 2 fois. Mais quand ils discutent, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils ne peuvent pas discuter de cela pour épargner aux Ivoiriens, en fait, le spectre de la violence pour les élections à venir? On en parlera. Voilà. Alors, Élisée, votre avis, est-ce que le PPACI n'a pas le droit de clamer son mécontentement, sa désapprobation face à la décision reçue? Non, mais c'est si le PPACI n'avait pas clamé son mécontentement que moi je serais étonné. C'est son droit le plus absolu de clamer son mécontentement, d'autant plus qu'il s'agit de son leader, de son président du parti. Donc c'est à juste titre d'ailleurs que le PPACI estime, ou du moins souhaite voir le nom de son président inscrit. Maintenant, entre ce qu'on veut et puis la réalité des faits, c'est-à-dire avec au regard du droit, c'est 2 choses totalement différentes. Moi, je ne dis pas que c'est irréversible, mais je pense que ça sera difficile, ou du moins les débats seront très houleux pour ce qui concerne la réintégration, je dirais, du président Laurent Gbagbo sur la liste. Parce que quand on écoute, par exemple, le porte-parole du gouvernement, après avoir déjà rappelé que la CEI prend ses décisions en totale indépendance, il a déclaré ce qui suit. Je ne vois pas par quelle alchimie on pourrait décider que l'exécutif fasse inscrire un individu, quel qu'il soit, puisque c'est plus de 500 qui ont été radiés. Et ce n'est pas nouveau. Je veux dire que cette non-existence sur la liste électorale n'est pas nouvelle. Donc, je ne vois pas pourquoi on voudrait la particulariser. Comme je le dis, on n'est pas dans un schéma irréversible. C'est-à-dire que le dialogue politique, il est dynamique. Donc, on peut arriver à un moment à s'entendre. Mais déjà, avec de tels propos, je me dis que pour l'heure, en tout cas dans les premières heures, les choses ne semblent pas aller dans le sens mon cher Élisée, on va évoquer la question justement du dialogue politique. Lors de ce dialogue politique, ou des différentes sessions de ce dialogue politique, il y a eu des décisions qui ont été spécifiques à des individus ou à des situations, alors que vécues par un bon nombre d'Ivoiriens. Donc pour quelles raisons cette situation-là ne ferait pas également ne ferait pas également partie d'une discussion particulière sur le cas du président Laurent Gbagbo? Non, pas que ça ne pas fait partie d'une discussion particulière. Justement, là, le porte-parole... Laurent Gbagbo est quand même ancien président de la République. Le porte-parole, en s'exprimant ici, n'est pas en train de s'exprimer dans le cadre... Il ne s'exprime pas dans le cadre d'un dialogue politique. Le porte-parole, en s'exprimant ici, il s'exprime en tant que porte-parole du gouvernement, représentant de l'exécutif, qui donne une réponse concernant une question judiciaire. Donc, justement, il est dans une posture où il faut qu'il montre la démarcation entre le judiciaire et l'exécutif.
Mais après ça, il y a le contexte du dialogue politique qui peut exister. Les rencontres du dialogue politique qui sont un tout autre schéma, en fait. Très bien. Voilà. En fait, moi, je pense qu'on l'avait déjà dit ici sur ce plateau, le dialogue politique, c'était une forme de fuite en avant, comme on est accoutumé à le faire en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, le Forum pour la réconciliation nationale, à l'époque, le sujet, c'était l'éligibilité de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Et pendant des semaines, tout le monde a défilé à la tribune, raconté un peu ce qu'il voulait, sans qu'on apporte un début de réponse à ce problème-là. Et le dialogue politique, c'était ça. Ils ont fait un communiqué pour dire, voilà, nous avons parlé de telle ou telle chose, notamment la situation judiciaire. C'était évoqué, mais pas débattu. Non, ils en ont débattu, mais sans un début de solution. Et aujourd'hui, celui qui garde la main, celui qui a la main, c'est le président de la République. Mais je pense que Bakongo avait juste terminé. Il a déjà fait une amnistie qui a permis notamment à M. Kone Katina et à d'autres de ne pas être poursuivis. Bon, le X, c'est pourquoi Laurent Gbagbo n'a-t-il pas bénéficié de cela? Maintenant, est-ce que le président de la République, aujourd'hui, est prêt à, comme on dit, à se remettre à l'ouvrage de la réconciliation en disant, bon, écoutez, on essaie de passer tout par pertes et profits et puis redonner à Laurent Gbagbo ses droits, parce que la contestation de l'avocate est basée sur le fait que le procès de la BCAO était un procès qui n'avait pas lieu d'être, ou du moins la condamnation ne la semble pas justifiée. Et puis après, il y a les procédures qu'elle a évoquées ici ou invoquées sur le plateau en disant on n'a pas été notifié ou signifié, etc. Bon, pour moi, tout ça, ce sont des éléments dont on peut discuter. Mais le fond, il est politique. Et Élysée l'a dit, lorsque les hommes politiques se rencontrent, ils parlent de tout. Mais pas de l'essentiel, apparemment. Surtout que, pour mémoire, une situation pareille, identique, avait été réglée de façon politique. Oui, notamment la question de l'éligibilité du président, l'article 48 à Pretoria au moment des accords de paix. Mais là aussi, souvenons-nous qu'en 2003, quand il y a eu une loi d'amnistie, cette loi d'amnistie excluait les crimes économiques et les crimes de sang. Or, Laurent Gbagbo, l'ancien président, est accusé de crimes économiques. Donc, vous voyez un peu la forme. Et puis, c'est ce qu'on disait, quand il y a eu le dialogue pour le forum pour la réconciliation, on aurait pu clairement apporter des réponses à un certain nombre de choses. Lors de ce forum, il y a eu aussi des discours relatifs, par exemple, à la question du sang-oui, à la question du guébier, mais le pouvoir de l'époque aussi a fait une fuite en avant, comme on sait le faire en Côte d'Ivoire. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on affronte les problèmes et qu'on y apporte les bonnes solutions pour que définitivement les Ivoiriens tournent la page. Au nombre des solutions, il y a déjà le contentieux, il faut l'évoquer quand même, il est ouvert pour le président Laurent Gbagbo, mais pour l'ensemble des personnes qui estiment avoir été radiées. Il ne débouchera pas sur quelque chose, parce que moi je pense que cette exclusion est actée et il faut plutôt envisager un dialogue politique, un dialogue direct entre le président Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo. Quand vous évoquez dialoge politique, je vais dire comment il allait se mettre en place. Mais quand vous évoquez un dialogue direct, ça veut dire qu'aujourd'hui, les trois grands ont besoin de s'appeler. Si tu permets, en fait, le véritable problème aujourd'hui, cette situation de M. Laurent Gbagbo ne peut pas se régler de façon judiciaire. Je pense que le porte-parole du gouvernement l'a déjà dit. Le plus important, il faut que les trois grands s'asseyent. C'est ce qu'on dit depuis. À un moment, pour nous dire, franchement, faites-nous l'économie de d'autres morts pour 2025. Parce que je pense que quand tu regardes la situation... Il ne faut pas non plus les réduire aux morts. Je veux dire, quand les gens s'entretuent, ce n'est pas forcément Ouattara ni Gbagbo qui leur demande de le faire. Il faut aussi que les Ivoiriens soient adultes. Non, mais M. Alain, si vous permettez, au-delà de tout ce qu'on va dire, tout ce que nous avons eu ces 10 dernières ou 20 dernières années en Côte d'Ivoire, c'est du fait des trois grands. Parce qu'à un moment donné, ils refusaient de s'asseoir, discuter et de s'entendre. Et quand ils ne s'entendent pas, rien ne va pour la population. Terminant, en 15 secondes. Oui, mais justement, je suis vraiment content d'entendre ce que Alain dit. Parce que justement, c'est vrai qu'on me traite ici comme le centre du dialogue politique. Souvent, on en prend pour un riz, mais le dialogue politique a arrêté une résolution qui, en réalité, résout tout ce problème. Quand vous lisez la résolution du dialogue politique, en dehors des questions qui ont été débattues en interne, le dialogue politique a ramené un certain nombre de questions au traitement des trois grands. Ils ont dit qu'il faut que les trois grands se retrouvent pour aborder un certain nombre de questions, parmi lesquelles ces questions-là, ces questions de grâce, d'amnistie et tout ça. Le dialogue politique l'a recommandé. Donc c'est pour dire, en réalité,
que le dialogue politique a présenté des pistes. Maintenant, il faut une volonté manifeste des acteurs. Oui, parce que le dialogue politique ne dit pas, par exemple, il faut un cadre de rencontre, je vais dire, régulier, pour dire que les 3 grands se rencontrent chaque 3 mois. Pour Non, ils n'ont pas donné 3 mois, mais ils ont dit qu'il faut que les 3 grands se rencontrent pour évacuer parce que là, par exemple, il faut que quelqu'un qui s'appelle le chef de l'État décide, par exemple, d'organiser une rencontre. Mais le véritable problème, c'est que M. ça Bakongo a dit sur la question, parce qu'il faut qu'on précise. termine là-dessus, parce qu'on Il va a enregistrer dit rapidement. que la question de l'amnistie de M. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume, ça a été évoqué. Mais on n'a pas débattu de ça. La seule personne qui a ça à sa discrétion, c'est le président qui peut décider de prendre une loi d'amnistie. Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc c'est lui seul qui peut le faire. Et donc, mais surtout vous évoquez un point, c'est que malheureusement, ces situations-là créent une forme de climat de tension dont on se passerait bien. Franchement, on se passerait bien. Et on espère très rapidement. Surtout qu'on a quelques 2-3 mois d'élections importantes, municipales et régionales. Mais je ne pense pas qu'on trouve de solution à la question des droits civils et politiques du président Gbagbo avant quelques mois quand même. Parce qu'en même temps, l'enjeu, le vrai, n'est pas la présence forcément du président Gbagbo en tant qu'électeur, mais c'est parce que cette situation-là également l'exclut d'une éventuelle candidature à la présidence. Donc, du coup, mais c'est une erreur d'analyse aussi, parce que si on ne pense qu'à la présidentielle, je pense non, c'est juste une question de principe, de droit, voilà. On reste d'abord là. L'autre fois, on disait l'éligibilité, après, c'est le Conseil constitutionnel qui étudie les candidatures. Donc ça encore, c'est une autre étape. S'il n'est même pas électeur, comment il peut être candidat? Mais c'est ce que je dis. Donc le premier problème, c'est d'abord de résoudre cette question des droits qui lui ont été enlevés. Par voie de conséquence aussi, on comprend. Exactement. On a été très heureux. Donc nous, on va marquer une courte pause. Juste après, nous nous retrouvons avec nos invités pour évoquer d'autres questions d'actualité sur le Grand Talk. À tout à l'heure. Vous a rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Eugène Zadi. Vous êtes auteur de ce magnifique recueil de poèmes intitulé « L'âme cassée ». J'avoue que très sincèrement, quand j'ai eu le titre, je me suis dit, oula, ça va être très triste. Est-ce que je me suis trompé? Non, mais ça finit par une note d'espoir. Exactement. Voilà, donc finalement, ce n'est pas triste. Très bien. Qu'est-ce qui, on présente, donc c'est un recueil de poèmes, on parle de chants d'amertume également pour désigner le contenu de cet ouvrage. Je suis dans le vrai. Chants d'amertume, pas d'amertume, mais de blessures. De blessures. Voilà. De grandes blessures intérieures. Les blessures de la vie, les bleus à l'âme. Oui, les blessures de la vie. Vous savez, dans la vie, on peut rencontrer diverses difficultés. On a une relation particulière ou des relations avec des amis, et puis on peut être trahi. C'est ce qui m'est arrivé. Ah bon. Mais aussi, sur plusieurs champs, la vie elle est parsemée de difficultés, mais aussi de bonheur. Mais il y a des blessures qui sont profondes et il faut les extraire. C'est ce que j'ai fait. Ma question à Daouda que je vais évoquer. Moi, justement, je vais parler de la page 65, où vous parlez du cœur meurtri. Si vous permettez, je vais vous lire un petit passage. D'accord. Elles l'ont injecté à dose homéopathique, ce mortel venin distillé à l'oreille, la haine à la traîne de l'inconscience, puis que le venin d'un Nadja, mon amour doré. Ouais. Est-ce que c'était une déception, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le goumen, une déception amoureuse? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous a inspiré la rédaction de ce poème-là? Bon, la poésie, aussi mélancolique? Non, la poésie n'est pas un roman. Un poème est un poème, le roman peut être un récit. Ouais. La poésie, ça peut être une multitude de difficultés qu'on rencontre. Ça peut être une déception amoureuse, mais aussi un décès. Et c'est le mélange de tout cela qui provoque un grand bouleversement et qu'il faut extraire, qu'il faut sortir de son cœur, de son corps pour pouvoir avancer, parce que la vie continue dans tous les cas. Élisée. Voilà, je voudrais savoir, M. Zadi, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le style de la poésie plutôt que le style d'un roman qui pourrait être un roman biographique? Parce qu'à vous entendre, ce recueil de poèmes-là parle un peu de vous, de votre vécu. Pourquoi n'avoir pas choisi un roman autobiographique et plutôt un style de poésie, le style poétique? La poésie s'est imposée à moi. Je n'ai pas décidé un matin d'écrire un recueil de poèmes. Mais lorsque tous ces accidents se sont succédés dans ma vie, eh bien, il y a eu, c'est vrai, des déceptions, que ce soit dans les relations avec des amis, dans le travail, que ce soit aussi des décès. Il y a eu quand même des décès dans ma vie. Dans la vie de mes frères. Mon frère aîné, Marcel Zadik, ici, a eu un accident
cardiovasculaire extrêmement grave qui l'a laissé paralysé pendant 7 ans. Et il a souffert terriblement dans sa chair, dans son âme. Dans son regard, on pouvait lire une terrible souffrance. Mais aussi, j'ai perdu mon frère aîné, aussi Bernard Zadi-Zaourou, qui est décédé à 74 ans. C'est beaucoup trop jeune pour mourir, puisqu'il était vraiment au sommet de ses connaissances, au sommet vraiment de sa compétence et de son art. Et donc, c'était la période de la transmission. Malheureusement, il nous a quittés. Et donc, et puis après aussi, j'ai été malade, très gravement malade. Ce sont des choses qu'il ne faut pas cacher. J'ai eu des difficultés face à cela. Et c'est l'ensemble de tout cela qui m'a brisé du dedans. Et il fallait que je sorte de là. C'était une façon de guérir, en fait. Comment? C'était une façon de guérir, Justement, ces blessures intérieures, là, en les mettant sur du papier. Mais ce n'est pas une décision, ça vient seul. oui, parce que j'allais justement pour enchérir, pardon, Ça vient seul. Monsieur Zadi, pardon, pour enchérir à propos de la question d'Élysée, quand vous évoquez le récit de ces épreuves-là comme ça, on l'entend bien, mais quand on choisit la poésie, pour certains qui est un art subliminatoire, qu'on utilise pour parler de belles choses, quand vous en parlez pour parler de choses tristes, ça contraste un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mais Victor Hugo a parlé de choses tristes dans la poésie. Oui. Et il y a aussi Spleen qui... Même Pierre-Charles Baudelaire. Baudelaire également, qui a eu une œuvre monumentale. C'est ça. Voilà, mais je veux dire, il n'y a pas que la tristesse, il n'y a pas que les blessures de la vie, mais aussi, quand on est loin de chez soi, de sa famille, le regard qu'on porte sur son propre pays. Vous savez, si pour quelqu'un qui est allé en exil déjà, posez-lui la question. Il a le monde entier pour lui. Il peut aller partout, mais son petit bout de terre reste pour lui une fixation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Mais avec le vécu que vous avez, je vais revenir sur cette question, le vécu que vous avez, qu'on vous connaît, la connaissance qu'on vous... Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, bon, les jeunes ils n'aiment pas trop lire tout et tout, déjà, le mettre en poésie, c'est assez imagé. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de l'écrire simplement pour que le commun des mortels puisse comprendre cette histoire, ce vécu que vous avez, cette expérience que vous avez? Mais vous avez raison, mais une fois de plus, j'ai dit que je n'ai pas décidé, c'est venu seul. Quand vous passez 2 heures de temps ou 3 heures même à attendre qu'un médecin vous reçoive, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Votre esprit part. Quand vous êtes avec votre aîné, qui représente tout pour vous depuis votre enfance, qui décède 1 an après, l'autre, qui est vraiment le second pilier de la famille, a un accident grave et quelques années après, il décède. Cela, on le porte, mais on ne peut pas le raconter à tout le monde. Donc, c'est venu de... Moi, je ne savais même pas que je pouvais écrire un poème. J'ai toujours écrit, mais jamais de poésie. Donc, c'est venu seul. Très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets. Donc, je suis en train de réfléchir à écrire un essai sur d'autres sujets. Voilà. Est-ce que cette âme cassée, brisée, avec tout ce que vous évoquez, avec ces blessures, reste quand même ouverte sur l'avenir, sur le futur, Absolument. notamment avec en toile de fond une note d'espoir ou d'espérance quand même? Oui, bien sûr. Je suis, pour ainsi dire, je suis très positif quand même. Très, très positif parce que je suis, que ce soit dans ma famille, autour de moi, dans la vie d'une manière générale, aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un stade où il me faut transmettre. Donc, je suis dans un processus de transmission. Et c'est beau d'enseigner les jeunes. Et c'est remarquable de transférer une connaissance aux plus jeunes. Quel mot, selon le poète que vous êtes désormais, collerait par exemple à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Quelques vers que vous inspire la situation de la Côte d'Ivoire. Âme cassée aussi. Oui. Trahison. Oui. Fratricide. Fratricide, voilà. Voilà. C'est le mot qui correspond. D'ailleurs, Alain Toussaint, c'est toi-même qui l'a trouvé, fratricide. Parce que je pense qu'on aurait pu trouver des solutions. Ce pays est merveilleux, ce pays est beau, il regorge de grands esprits, il regorge de talents. C'est un pays qui reçoit, qui est ouvert. Donc, il devrait
normalement, fait rêver à tout le monde, tout le temps, le plus longtemps possible. Monsieur Jean nous a dit à travers, hein, il y a des jolis mots, il y a de belles phrases. Et puis, il y a un titre, le titre d'un poème qui a retenu mon attention, c'est Gaou piégé. Ça, c'est très moderne. Ouais, Un Gaou piégé. ouais, mais c'est ivoirien aussi. Un argot C'est ça. typiquement Ouais, ouais. ivoirien. Comment? Il dit un argot typiquement ivoirien. Oui, bien sûr, Pour répondre un peu à la question de Daouda, pour dire que c'est un livre qui se laisse lire par toutes les générations. absolument. Très, très bien. Vous avez Mais parfaitement aujourd'hui, raison. après avoir écrit tout ça, est-ce que vous pensez que quelque part, les meurtres aussi intérieurs sont passés un peu? Ah oui, ah oui, sinon je ne l'aurais pas écrit. Mais c'est vrai qu'après l'avoir écrit, et quand on se relit, et lorsque on reçoit des réactions, je crois qu'on se réconcilie avec soi-même. La préface de l'ouvrage est effectuée par le professeur Nguetia Martin Kouadio. Oui. Pourquoi vous le choisissez? Bon, d'abord parce que c'est un professeur de poétique. Il enseigne la poésie, la stylistique. Et puis, il a été un étudiant, un brillant étudiant du professeur Zadi Zaourou. Mais je l'ai choisi parce que c'est un scientifique, un professeur, un scientifique extrêmement rigoureux. Je ne cherchais pas de cadeau, je voulais quelqu'un qui puisse décortiquer mon œuvre. Alors, on va dire, hein, pour terminer cet entretien, même si l'âme est cassée, il y a toujours de l'espoir. Beaucoup d'espoir, Il y a beaucoup de ressorts. absolument. Merci beaucoup, Merci. monsieur Jenzadi, d'avoir été sur notre plateau. Merci. Il est disponible donc aux éditions L'Harmattan en Côte d'Ivoire et dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Exactement. Au prix de Comment? Au prix de Le prix, Non, ça, je ne, vous savez je pas. ne c'est sais pas. Non, ça c'est l'éditeur. Ça, franchement, je ne sais Ok. pas. Mais en tout cas, vous allez en librairie, vous demandez l'âme cassée et vous aurez certainement le prix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça a été un vrai bonheur de vous avoir sur notre Merci plateau. beaucoup. Merci. Alors, pendant ce temps, on nous rejoint sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième partie de cet entretien. Madame Colette Tano, directrice de projet et entrepreneur. Avec Madame Tano, on évoquera la jeunesse, la sécurité alimentaire, comment réussir à rendre efficace notre système de production animale. Ce sera donc un tout petit peu le thème de notre entretien. Bonsoir Madame Tano, comment allez-vous? Je vais bien. Merci Bonsoir. d'être sur notre plateau. Merci, Fabrice. On apprend également que la question de la faim, de la sécurité alimentaire globalement, est un sujet qui préoccupe les États à un niveau très important, j'ai envie de dire. Oui, parce que la sécurité alimentaire, en fait partie du bien-être des populations. C'est le minimum, c'est le b.a.-ba. Et tout État qui se respecte doit pouvoir penser justement à la sécurité alimentaire de sa population. Et l'une des clés pour pouvoir réussir dans cette sécurité alimentaire, là, vous mettez à contribution la jeunesse et vous évoquez la question de l'élevage. Oui. J'ai bien compris. Oui, exactement, parce que qui dit sécurité alimentaire parle en partie de protéines animales. Et nous allons parler énormément, dans le cas de l'élevage et de la pêche, de protéines animales. Nous sommes dans un pays où nous dépensons environ 400 milliards de francs CFA chaque année pour importer de la viande et du poisson. Nous ne couvrons que 26% des besoins de la consommation de la population. D'où la nécessité vraiment de pouvoir prendre à bras le corps cette question d'augmentation de la production locale. Et le gouvernement a un plan à travers la PONADEPA qui a été lancée l'année dernière, qui est la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Donc, qui a pour objectif, à l'horizon 2026, de pouvoir passer de 26% où nous sommes maintenant à 65% de couverture des besoins en consommation, donc en protéines animales. On a tous envie de vous demander sur ce plateau, comment? Alors, c'est justement à travers un certain nombre d'actions que le gouvernement a mis en place. Et nous, en tant que structure privée, nous accompagnons le développement de la PONADEPA à travers une plateforme que nous avons créée, à savoir le sommet de l'élevage d'Abidjan, qui regroupe tous les professionnels de l'élevage en vue justement chaque année de pouvoir parler des problématiques qui font qu'on n'arrive pas justement à pouvoir augmenter cette production nationale, donc à augmenter cette couverture des besoins et travailler ensemble à la visibilité du secteur, à la présentation des opportunités
et à la mise à disposition d'informations pour permettre aux investisseurs de pouvoir investir dans le secteur. Mais selon vous aujourd'hui, quels sont les défis auxquels les éleveurs sont confrontés qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à arriver à ce niveau puisque vous aidez la PONADEPA? Alors, le premier défi des éleveurs aujourd'hui, et pour tout secteur, on dira, c'est le défi du financement. En fait, lorsque nous avons commencé à travailler justement sur le secteur, nous nous sommes rendus compte que c'est un secteur où tout le monde a l'impression qu'il est facile de pouvoir lancer une entreprise, la faire prospérer et la faire devenir champion national, ce qui n'est vraiment pas le cas. En fait, il faut de gros investissements pour arriver à une taille respectable d'exploitation. Donc, vous avez ce gros besoin-là que les éleveurs ont aujourd'hui, donc d'investissement, de financement et d'accompagnement également. D'accompagnement, l'État, en tout cas à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a multiplié, en train de multiplier les actions à leur endroit en vue justement de leur permettre d'avoir la bonne assistance, le bon accompagnement et puis avoir des projets qu'ils peuvent accompagner pour faire de la levée de fonds. Moi, je suis bien intéressé de savoir en quoi consiste réellement cet accompagnement que le privé apporte au public dans la mise en œuvre de son programme qui est censé nous apporter cette sécurité alimentaire. Alors, comme vous allez le voir au niveau du PND, l'État de Côte d'Ivoire, quand il met en place le plan national de développement, s'appuie en grande partie sur le secteur privé. Ouais. Donc, on parle aujourd'hui de privilégier les partenariats Public-privé, le PPP. Public-privé, exactement. Parce que l'État, à lui seul, ne peut pas faire, ne peut pas financer, ne peut pas se donner les moyens. Il faudrait qu'il soit accompagné par le secteur privé. Le secteur privé profite des politiques que l'État met en place pour être beaucoup plus fort, pour être dynamisé, pour tirer profit des opportunités qui sont présentes. De façon concrète, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement décide de mettre en place une politique. Vous qui êtes le secteur privé, vous sollicite. Cette sollicitation, c'est à quel niveau exactement? C'est quoi? C'est une sollicitation pour renforcer des capacités? C'est une sollicitation pour mobiliser des fonds ou bien accompagner l'État dans le financement d'un certain nombre de ces projets? C'est ce qu'on veut concrètement comprendre, cet accompagnement. Concrètement, c'est investir. Okay. Investir dans le secteur. Il y a des opportunités que l'État présente. Il y a des axes de facilitation à l'investissement que l'État présente. L'État attend que le secteur privé saisissent ces opportunités-là et investissent dans le secteur. C'est la première chose. Ensuite, cet investissement va se transformer en emploi justement pour les jeunes. L'État de Côte d'Ivoire dit au niveau de la PONADEPA, notre objectif est de couvrir non seulement 65% des besoins en protéines animales, mais de créer 700 000 emplois d'ici 2026, emplois directs et un peu plus de 1,5 million d'emplois indirects. Allez-y, terminez. C'est bon. Oui. Alors justement, je me disais, les jeunes aujourd'hui, ils ont envie d'ouvrir une entreprise, ils ont envie d'avoir du textile. Est-ce que les jeunes s'intéressent globalement à la question de l'élevage? Oui. La question est oui, et oui, et oui. Nous nous sommes rendus compte que finalement, vous n'avez pas de famille en Côte d'Ivoire qui n'a jamais été touchée plus ou moins par le secteur de l'élevage en fait. Que ce soit pour la vente d'œufs, pour la restauration, pour la distribution, pour le transport, que pour l'élevage production, vous avez en fait les jeunes qui s'intéressent plus ou moins. Mais ils ne savent pas toujours quelle est la bonne information et ils n'ont pas toujours l'accompagnement qu'il faut. Donc, au niveau du sommet de l'élevage, tout le long de la campagne, on a insisté auprès des jeunes pour dire il ne faut pas vous arrêter à Facebook pour avoir la bonne information sur l'élevage. Si vous voulez investir, prenez au sérieux justement votre business, votre opportunité, allez à la bonne information, formez-vous auprès des experts et vous allez multiplier vos chances de réussite. Alors, renforcement de capacité, vous en parlez à l'instant. Le principal écueil à l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur reste aussi la confiance des institutions bancaires. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État, partenariat public-privé, mais cet argent
qui est mis, comme on dit, dans la corbeille, vous le trouvez auprès d'institutions internationales qui viennent en appui. Comment vous faites et quelles sont les conditions après lorsqu'il y a des entreprises, des jeunes ou d'autres qui en bénéficient? Alors, comme vous le savez, 2023, c'est l'année de la jeunesse. Et nous nous sommes rendus compte justement que c'est une réalité pour les jeunes. Quand je dis que c'est une réalité, l'Agence Emploi Jeunes a lancé plusieurs programmes qui sont en cours de financement d'entreprises dirigées par des jeunes ou encore d'entreprises qui mettent en avant la création d'emplois pour les jeunes. Donc ce sont des fonds qui existent déjà, ce sont des fonds qui sont mis à disposition via des banques nationales qui sont au niveau national. C'est concret, ce sont des mécanismes qui fonctionnent déjà. Alors ce qu'on demande aux jeunes, c'est vraiment justement de pouvoir avoir la bonne information, pouvoir élaborer le bon business plan, parce que sans business plan, on ne peut pas avoir accès. Prouver que lorsque vous allez avoir ce financement, il ne sera pas un problème et pour vous et pour l'État. Parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de projets dans ce sens-là, mais en fin de compte, on se rend compte qu'il faut vraiment bien regarder l'encadrement, il faut bien regarder le suivi de ces projets, parce que les jeunes, ils empruntent, mais finalement, ils n'arrivent pas à rembourser. À quel taux, justement? Quel taux? Alors, je pense, si mes chiffres sont très bons, autour de 8%. C'est trop. Les taux. C'est trop. Pour des jeunes qui entreprennent, peut-être 6,5, 7% au grand maxi. En plus, c'est l'année de la jeunesse, donc dites peut-être aux institutions financières de faire des efforts. Parce que justement, l'accès au crédit est vraiment difficile en Côte d'Ivoire. Et les banques ne font pas confiance aux jeunes, etc. Je pense que 8%, c'est énorme. Vous parlez de la bonne information. On est en fin d'entretien. Vous avez noté la suggestion de M. Alain Toussaint, son plaidoyer pour les jeunes. Nous sommes en fin d'entretien. Madame Tano, dites-nous, vous avez parlé de la bonne information. Où est-ce qu'on la trouve, cette bonne information? Alors, vous avez le sommet de l'élevage d'Abidjan qui a son site internet, ses pages de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, où nous nous donnons pour mission de pouvoir vous mettre en contact avec la bonne information, avec les bons experts et avec les bonnes réponses aux questions que vous vous posez. Très bien. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous recevoir ce soir sur le plateau du Grand Talk. Et merci pour ces différentes informations. Et n'oubliez pas la suggestion de M. Alain Toussaint concernant un taux plus bas à négocier auprès des institutions. Voilà. Les jeunes. Des jeunes. On a 1 milliard, mais quand même, baissez noté. les taux. On a 1 milliard par jour. C'est noté. Merci Mme Tanekelet. Je rappelle, vous êtes directrice de projet, entrepreneur et puis également commissaire général du sommet de l'élevage. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Alain, merci Daouda. Merci. Vous avez été éleveur? Non. Non, d'accord. Ok, C'est l'une des rares activités que Donne n'a pas fait. Là, comme elle en parle, le sommet de l'élevage, je pense que je vais m'adresser à vous parce que je compte élever bientôt des escargots. Voilà. Et on a justement au sein une direction qui s'occupe justement des élevages en développement, donc des fiches techniques et tout. Ne parlez pas trop, je prends le numéro tout à l'heure. Allez-y sur les pages des réseaux sociaux. Mais donc finalement, il aura fait éleveur. Il sera éleveur bientôt. Il verra tout. Donc il aura fait tous les métiers. On a été très heureux d'être à votre compagnie. Prochain rendez-vous du Grand Talk, c'est demain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.